Je viens de lancer la VOD pour le Tech Talk. Ceux qui sont en live, vous pouvez dire bonjour à YouTube. Comme d'habitude, faites-vous plaisir pendant que moi, je vais vous parler bien évidemment des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. On va commencer par parler de téléphone, notamment de OnePlus, de Apple et de Samsung. On va ensuite parler d'Intel avec des petites news concernant notamment les chipsets Z390 qui sont sortis et les Intel i9 9900K, notamment parce qu'au niveau des tests de ces processeurs-là, il y a, disons, deux poids, deux mesures. Certains tests montrent certains résultats et d'autres tests montrent des résultats bien plus hauts. Et en fait, apparemment, ce serait dû aux cartes mères. Bref, on en parlera un petit peu plus en détail après. On va ensuite parler d'AMD avec les processeurs Zen et leur prochaine carte graphique, notamment la 590 qui va sortir bientôt et bien évidemment la prochaine génération avec Navi 12 et Navi 20. On va ensuite parler de GeForce, ou plutôt de Nvidia et des RTX 2080 Ti qui apparemment ont pas mal de problèmes. Donc depuis quelques semaines, des utilisateurs ont rapporté beaucoup de problèmes sur les GeForce RTX 2080 Ti. Ce n'est pas forcément très alarmant d'un point de vue du nombre d'utilisateurs, mais c'est des problèmes qui sont quand même assez chiants, quoi, on va dire. Et on va finir par la BlitzCon, un petit résumé de la BlitzCon. Voilà. Vite fait, même si c'était il y a 2 semaines, on s'en fout. Bon. Alors, on va commencer par une petite news qui n'a pas grand chose à voir, mais juste pour vous dire que Destiny 2 est gratuit jusqu'au 18 novembre, il me semble, et que si vous le voulez, vous pouvez aller le claim via Battle.net. C'est une info que j'ai déjà balancée sur le Discord. Mais voilà, faites-vous plaisir, c'est gratuit, vous n'avez pas besoin de l'installer. Vous pouvez juste le réclamer, le recevoir en cadeau, et comme ça, vous l'aurez dans votre bibliothèque. Merci à MBen42 qui a balancé 5 €. Juste un petit bonjour à toi, ça fait très plaisir, content que tu sois là. Donc voilà, vous pouvez aller claim Destiny, c'est genre via le launcher Battle.net, en haut à droite, là où vous avez votre compte, normalement, vous avez votre liste d'amis, et puis vous avez un petit onglet où c'est marqué, où c'est un petit paquet cadeau, vous pouvez cliquer dessus, et normalement, le jeu sera là, et ensuite, vous pourrez l'installer quand bon vous semble. À noter que le jeu fait quand même 80 Go, donc voilà, vous n'êtes pas obligé de l'installer de suite. Moi, perso, j'ai vu la taille, j'ai fait non, je vais pas l'installer maintenant, parce que je vais pas y jouer maintenant, mais au moins j'ai le jeu. Voilà. Bon. Petite news comme ça, c'était juste pour... c'était gratuit. Puis quand c'est gratuit, bien évidemment, c'est moins cher. Donc c'est pour ça que je vous le dis. Et il est débloqué à vie, bien évidemment. Bon, on va passer sur une news qui concerne le OnePlus 6. J'ai regardé la conférence en différé de OnePlus qui s'est tenue le 29 octobre. Conférence très intéressante, OnePlus qui prend une bonne direction et qui propose un téléphone qui, pour moi, est une tuerie. Alors oui, je suis un petit peu vendu OnePlus parce que ça fait 2 ans et demi, voire même 3 que j'en ai un, mais pour moi, ce OnePlus 6T, c'est certainement ce qui se fait de mieux en matière de ce téléphone à l'heure actuelle. Je prendrais un OnePlus 6T 20 fois avant de prendre un iPhone XS Max. Notamment parce que pour le prix d'un iPhone XS Max, tu as 2 OnePlus 6T. Voilà, donc rien que pour ça, voilà. On a du Snapdragon 845, on a un écran, comme vous le voyez, qui est génialissime. C'est du 6.4 pouces, donc c'est un écran qui est extrêmement grand. AMOLED, la petite encoche, je trouve, est pas si mal gérée que ça. C'est beaucoup mieux fait que le Google Pixel 3 ou même que sur l'iPhone 10 et 10R et 10S. Je veux dire, on a un truc qui est beaucoup plus discret, dans lequel on a seulement la caméra frontale. À l'arrière, on a 2 appareils photo, bien évidemment, 2 capteurs photo, un de 16 mégapixels et l'autre de 20 mégapixels. On a une batterie de 3700 mAh. Ça, c'est un détail très important parce que c'est une batterie qui est assez volumineuse, ce qui veut dire qu'il doit avoir une autonomie plutôt pas dégueulasse. Il fait 180 grammes, ça, au pire, on sent bas les cacahuètes. Un point très important que j'ai trouvé, c'est au niveau du stockage. Bien évidemment, le OnePlus vient toujours avec la possibilité de mettre une carte micro SD, je pense. Ou alors, je sais pas si c'est le cas. Non, c'est pas le cas, mais vous pouvez mettre 2 cartes SIM, c'est ça. Vous pouvez mettre 2 cartes SIM dans les OnePlus, généralement. J'espère que c'est encore le cas. Mais par contre, vous pouvez pas mettre de micro SD.
Mais ce qu'ils ont fait de bien, c'est que le modèle de base du OnePlus 6T commence à 128 Go et plus 64. C'est-à-dire que leur modèle de base, le premier prix que tu peux acheter, c'est 128 Go. Et après, il y a un modèle à 256. Et c'est pareil, il y a également un modèle avec 6 Go de RAM ou un modèle avec 8 Go de RAM. L'écran a une résolution de 2340 par 1080p, donc c'est un écran qui est plutôt pas dégueu. Ça se charge en USB-C et aussi, grosse nouveauté, on a un capteur d'empreinte qui est sous l'écran. Ce qui permet notamment de gagner pas mal de place, d'enlever le capteur d'empreinte à l'arrière. Donc comme ça, on n'a plus le capteur d'empreinte à l'arrière, parce que la plupart des gens le préfèrent, je pense, sur la face avant de l'écran. Comme ça, là. Et ça permet du coup de ne pas avoir un truc en bas qui soit dégueulasse. Enfin, pas dégueulasse, mais d'avoir toute une bordure en bas qui est non utilisée juste à cause du capteur d'écran. Enfin, du capteur d'empreinte. Ce qui fait que là, ils ont utilisé une technologie qui permet de mettre le capteur d'empreinte sous l'écran. Et ça gêne absolument pas. Hein. Voilà. Au niveau de la date de sortie, bien évidemment, il était dispo à partir du 6 novembre, je pense, en France. Et il coûte 559 € en France. Par contre, il y a un truc génial aux États-Unis. C'est pas dispo au Canada non plus. Mais aux États-Unis, avec T-Mobile, qui est une des compagnies de télécom aux États-Unis, qui offre des abonnements téléphoniques, etc. C'est la première fois que OnePlus fait ça. Et ben du coup, ils offrent un forfait avec le OnePlus. Et si tu viens avec un téléphone dans une liste prédéfinie dans laquelle il y a tous les téléphones OnePlus, certains iPhones, certains Samsung, etc., certains Huawei et tout, si tu ramènes un de ces téléphones-là, il te rembourse 300 $ sur le prix du téléphone. Ce qui veut dire que, imagine, tu as un OnePlus 2, ça fait une éternité que tu as ton téléphone. Le OnePlus 2, il est sorti il y a quand même un bail. Hein. Tu as envie de changer. Tu dis, ouais, mais 560 balles, c'est cher quand même. Tu ramènes ton OnePlus 2, le téléphone, le OnePlus 6T te coûte 259 $. C'est dérisoire. C'est dérisoire. Et ça, c'est oufissime. Alors, voilà. Donc le OnePlus 6T, très très bon téléphone que je recommande fortement à tous ceux qui voudraient changer de téléphone maintenant. Bon, ensuite, on va parler d'Apple. Apple font aussi des bons téléphones, bien plus chers, là n'est pas la question, mais apparemment, Apple a décidé aussi de ralentir les téléphones de 2017, c'est-à-dire l'iPhone 8 et l'iPhone X. Voilà. Je pense que c'était un petit peu un scandale qui avait retenti en 2016-2017, le Battery Gate de chez Apple, où en gros Apple, à travers les mises à jour, afin d'économiser de la batterie, parce que les batteries se dégradent au cours du temps, et du coup Apple, afin d'économiser et d'augmenter la durée de vie des batteries, décidait de ralentir les iPhones plus vieux à travers les mises à jour d'iOS. C'est-à-dire que tu avais un iPhone 4, et bien après 2-3 ans, tu voyais que ton iPhone 4 commençait à galérer, à être plus lent, et en fait c'était la faute d'Apple. Apple ralentissait les performances des anciens iPhones pour économiser la batterie et que la batterie dure plus longtemps. C'est une pratique, c'est une solution pas si mal que ça, dans le sens où oui, c'est bien de vouloir faire en sorte que les batteries durent plus longtemps pour pas avoir à les changer et du coup diminuer un petit peu la puissance du téléphone, c'est bien. Sauf que c'est une pratique absolument stupide et complètement conne de faire ça dans le dos de l'utilisateur sans le prévenir et même lui demander son avis. Voilà. La moindre des choses, ça serait que tu puisses choisir ou alors que tu sois au courant, tu vois, que tu comprennes pourquoi ton téléphone se ralentit, etc. À cause de ça, Apple s'est d'ailleurs pris une énorme amende de 10 millions d'euros. Voilà, pour avoir diffusé des mises à jour susceptibles de ralentir ses téléphones mobiles sans en informer les utilisateurs. Sauf que, apparemment, Apple avait avait laissé entendre que les iPhone 8 et les iPhone X ne seraient pas touchés par ces ralentissements, parce qu'ils profitent d'améliorations matérielles autorisant une gestion des performances plus précise et permettant à iOS d'anticiper précisément les extinctions subtiles et de les éviter. Parce qu'en gros, il y avait certaines personnes qui voyaient que leur téléphone s'éteignait alors qu'ils avaient 20% de batterie, 25% de batterie.
Apple avait dit précisément les iPhone 8 et iPhone X ne seront pas touchés par ça. Sauf que, apparemment, ce n'est pas le cas. Apple a menti et il semblerait que Apple décide de aussi ralentir les iPhone 8 et les iPhone 10 à travers leur mise à jour. Voilà. C'est magnifique Apple, hein? C'est génial. Qu'est-ce qu'on est content. Qui nous prennent encore et toujours pour des cons. On dirait Nvidia, putain. Ou plutôt, c'est plutôt Nvidia qui se transforme en Apple. Par contre, ils font quand même des trucs. Tout n'est pas mal. Tout n'est pas mal dans ce que fait Apple. Notamment, vous avez certainement entendu parler de la conférence qu'ils ont fait pour les produits Pro, où ils ont annoncé les nouveaux Mac Mini, les nouveaux iPad Pro, etc., etc., le nouveau MacBook Air, et tout le Tata 8, bref, machin, bref. 232 viewers sur Twitch, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Allô? Allô, Houston? Allô, il y a des gens sur Twitch. Allô? Je ne savais pas. Bref, Apple qui a décidé d'annoncer ses iPad Pro. Je pense qu'en fait, de toute la conférence Pro d'Apple, c'est ce que je vais vous retenir, c'est l'iPad Pro parce que pour moi, c'est l'amélioration la plus drastique qu'ils ont présentée à leur conférence. Et je trouve que cet iPad qu'ils ont, ce nouvel iPad, c'est certainement une tuerie. Notamment aussi parce qu'ils ont décidé, alors ça c'était inattendu, de mettre l'USB-C. C'est fini le Lightning sur les iPads, USB-C. Le premier produit Apple à avoir de l'USB-C. Je ne pensais pas être assez vivre pour voir ça, quoi. C'est absolument fabuleux. C'est absolument fabuleux. C'est absolument fabuleux. De l'USB-C chez Apple. Ça présage peut-être de l'USB-C sur les prochains téléphones d'Apple. Alors non, par contre, là c'est à prendre avec deux fourches qui vous servent de pincette, clairement. Avant, les chances étaient à 0%, voire même les chances étaient négatives de voir de l'USB-C sur des téléphones, sur des iPhones, sur des MacBooks, etc. Enfin, pas sur des MacBooks, les MacBooks ont déjà de l'USB-C, mais sur les iPhones. Là, les chances passent de moins 20 000 à 1 à 2%. Voilà. Ça reste minime, mais il y a peut-être une chance que Apple pense à intégrer de l'USB-C sur autre chose que les iPads. Voilà. Oui, sur le premier MacBook, sur les autres MacBooks, il y avait déjà l'USB-C. Oui, non, parce que oui, l'USB-C sert pas que à recharger. Mais ce que je voulais dire, c'était sur les iPhones en termes de recharge pour remplacer le Lightning. Putain. Qui étaient ces personnes? OMG, Manolo Musical qui balance 20 €. Merci à Manolo. Ça fait plaisir. Pour tes 20 boules. J'espère que tu vas bien. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Oh, oh, oh. Bref. Donc, on était sur USB-C et Apple. Donc, ce que je disais, c'est que les iPads, cet iPad qu'ils ont présenté, c'est certainement un des plus gros revirements de situation en matière d'iPad. Des bezels, donc des bords qui sont devenus extrêmement fins, le stylet qui a été changé, une puce qui est bien plus puissante que ce qui se faisait à l'heure actuelle sur les autres iPads, c'est même plus puissant que certains PC. Alors, c'était vraiment une grosse nouveauté et cet iPad est une tuerie. Par contre, il coûte cher, ça c'est sûr. Voilà. Ça c'est sûr. Bon. Passons sur une news qui concerne Samsung. Samsung qui a teasé 3 différents types d'écrans avec une encoche qu'ils appellent les écrans Infinity ou à traduire par infinité. Voilà, bref, ou l'infini, comme vous voulez. Donc ils ont teasé l'Infinity U. Donc un écran avec une petite encoche en U. Ils sont pas allés chercher très loin les noms. Hein. Infinity U, une encoche en U. Infinity V, je vous le donne en mille, une petite encoche en V. En vrai, les encoches, du coup, sont quand même plutôt stylées. Ces deux-là sont plutôt stylés. C'est peut-être une bonne manière de gérer l'encoche. Infinity O, là, je ne comprends pas. Ils ont mis un rond. C'est-à-dire que ton écran a un rond.
dans l'écran, qui n'est pas un écran, qui du coup est le capteur d'appareil photo. Là, je ne comprends pas pourquoi. Non. C'est comme Asus qui a fait un ZenBook, un Zenfone avec un rond dans le coin. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Alors Leslon, le Infinitio est pas mal. Alors moi, je trouve ça pas beau. Bouge pas. Par contre, le Infinity tout court est vraiment bien. Celui-là, là, pas d'encoche. Parfait, pas d'encoche, je prends, pas d'encoche. Tu vois, pas d'encoche, c'est bon. Tu vois, comme ça, là. Pas d'encoche. Pas d'encoche du tout. Ça, c'est parfait, pas d'encoche. C'est génial. Et Samsung a également teasé pour les développeurs. C'était lors d'une conférence qui a été tenue pour les développeurs. C'était pas une conférence ouverte au public, il ne me semble pas. Ils ont teasé et montré le Infinity Flex. Donc l'écran Infinity Flex, qui est un écran qui se plie en deux. En fait, c'est pas un écran, c'est un téléphone qui se plie en deux. Voilà. C'est le premier, vraiment, je pense, téléphone pliable qu'on peut voir. C'est pas un produit final. Vous voyez que, par exemple, ici, vous voyez sur ces images qu'il y a un bord qui est plutôt de taille gigantesque sur le dessous du téléphone, mais que ça se voit beaucoup moins quand il est déplié parce que les bords sont beaucoup plus fins quand il est déplié, mais quand on le replie, il y a un bord gigantesque. On va regarder ça, je pense qu'il y a cette petite vidéo ici où je vais couper le son. Vous voyez, ici, là, ça c'est quand c'est en mode un peu tablette. Et ensuite, tu peux plier le téléphone, le plier en deux et ça devient comme une taille qui est plus une taille de téléphone. Voilà, tu le plies et là, hop, tu as l'écran qui va s'afficher ici. Un concept. Voilà, Samsung travaille dessus depuis très 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 longtemps, donc je pense qu'on va en entendre parler un petit peu plus prochainement, peut-être au CES, parce que Samsung est au CES en 2019 également, et je pense qu'ils y sont, et je pense qu'on va en entendre parler, voilà, de ce petit téléphone pliable. C'est une excellente idée. C'est une excellente idée, je trouve. Voilà. Bon, parlons d'Intel. Parlons d'Intel. Intel et l'i9 9900K et le chipset Z390. l'i9 9900K est un processeur avec un TDP de 95 watts. Normalement. Sauf que c'est un processeur qui peut monter à 5 GHz sur un de ses cœurs et 4.7 en turbo sur tous ses cœurs. Sauf que quand on est à 4.7 GHz sur 8 cœurs avec 16 fils de calcul, on n'est pas à 95 watts de TDP. On est dans les 150-160 watts de TDP. Ce qui fait que beaucoup de gens qui ont publié des tests et des reviews de l'i9 9900K ont eu des résultats différents suivant les cartes mères qu'ils utilisaient. Certaines cartes mères, certains tests montraient l'i9 9900K comme explosant tous les scores, etc. et ayant des températures qui montaient à 80 degrés, 85 degrés Celsius, donc étant assez chaud. Mais notamment, c'est normal, parce que quand tu montes à 4.7 GHz sur 8 cœurs, tu t'attends à ce que ton pros soit un petit peu chaud. Et il y a d'autres chaînes, comme par exemple celle de Linus, où le i9 9900K paraissait un petit peu moins puissant et avait des températures de l'ordre de 65 degrés, quelque chose comme ça. Donc un truc qui était quand même assez froid, assez raisonnable. Et en fait, il s'avère que ces différences dans les tests et dans les résultats sont principalement dues à la durée des fréquences turbo. Et tout ça est géré par la carte mère et également par les limitations en termes de puissance sur les cartes mères. Et en gros, il s'avère que certains des fabricants de cartes mères n'ont pas respecté, grosso modo, ces 95 watts de limitation d'un point de vue de la puissance et les specs pseudo-fournis par Intel, alors que d'autres l'ont fait. Donc en gros, il y a des réglages au niveau des cartes mères, blablabla, qui sont assez compliqués. Et tout ce qui est Asus, tout ce qui est Gigabyte, MSI, ASRock, n'ont pas forcément respecté les specs précises de chez Intel et les 95 watts de TDP. Mais c'est bizarre qu'ils aient tous triché sur leur réglage, et je pense que c'est plutôt Intel qui leur a
qui leur a dit de faire ça, parce qu'en fait, les ingénieurs de chaque marque travaillent avec les ingénieurs de chez Intel pour créer les cartes mères, créer le chipset, etc. Et je pense que c'est Intel qui leur a dit de faire ça comme ça, et de laisser ça comme ça, de faire comme ils faisaient d'habitude. Ce qui fait que ils ont pas forcément, ces fabricants de cartes mères n'ont pas forcément mis de limite d'un point de vue de la consommation du CPU, et également au niveau de la durée du turbo pour les fréquences du processeur, alors que chez Asus, ils ont fait l'inverse. Et ce qui se passe, en fait, c'est que c'est Gamer Nexus qui a fait une vidéo assez excessive sur le sujet, assez grosse vidéo, bien détaillée. Et cet article résume cette vidéo. Et en gros, ce qui se passe, c'est que au bout d'un moment, sur par exemple les cartes mères Asus, avec certains réglages, avec tout laissé en automatique, donc avec les réglages faits par Asus, la fréquence turbo à 4.7 se met sur les cœurs, mais après en fait la fréquence diminue afin de faire diminuer la consommation du CPU d'un point de vue général, pour rester dans les 100 watts de TDP. Ensuite, on va parler de Intel. Alors Intel qui annonce son processeur 48 cœurs Cascade Lake AP, donc qui est le Xeon i 2100. Voilà. Je pense que c'est celui-là. Est-ce que c'est celui-là? Oui, c'est celui-là. Le premier processeur avec 48 cœurs. 48 cœurs. Voilà. Qui supporte 12 chaînes, enfin 12 channels de DDR4. Donc c'est voilà, on n'est plus à 8, hein. On n'est plus à 8 barrettes de mémoire, on est à 12 barrettes de mémoire. Et qui peut du coup avoir jusqu'à 96 cœurs et 12 barrettes de RAM si vous mettez ça sur une carte mère avec 2 sockets pour le processeur. Donc, ce qui se fait souvent sur les serveurs. Souvent les serveurs ont des cartes mères qui ont 2 emplacements de processeur, ce qui fait que sur le même dual socket, tu peux monter à 96 cœurs avec la Hyperthreading. On est à 1000 à 192 fils de calcul, je pense, si je calcule bien, ce qui est assez impressionnant. Voilà. Donc on est pas mal. Ça bat quand même les processeurs EPYC de chez Intel, de chez AMD qui ont 32 cœurs. Donc là on est sur du haut de gamme. Voilà. Donc, je sais pas combien il coûte par contre. Mais bon, après, vous en doutez, AMD va pas se laisser faire. AMD a vu ça, a regardé Intel, a fait 48 cœurs, lol. Tiens, 64 cœurs dans la gueule. Parce que AMD dans la foulée, AMD a annoncé le premier processeur EPYC gravé en 7 nanomètres, nom de code ROM, qui du coup a 64 cœurs. Donc les 48 cœurs de chez Intel, on les met de côté, on les oublie. Hein. On est sur du 64 cœurs de chez AMD, gravé en 7 nanomètres. Et c'est le premier processeur de la deuxième génération de Zen, de l'architecture Zen 2, qui est dévoilé. Alors, ce qui se passe, qu'on vous le dise, ce qu'ils ont fait afin de réduire les coûts de développement et de fabrication, c'est qu'on a, en gros, c'est une espèce d'approche modulaire, voilà. Ce qui veut dire qu'on a un die, donc un chipset de 14 nanomètres entre tout ça, qui fait en gros l'entrée et la sortie, qui connecte toutes les autres petits chipsets ensemble. Et ensuite, on a des petits chipsets en 7 nanomètres qui, eux, sont les CPU. Donc en gros, on a des petits chipsets gravés en 7 nanomètres qui sont les CPU, qui contiennent les cœurs, etc. Et pour la communication avec la mémoire, avec le cache, etc., avec les 8 contrôleurs mémoire et tout, on a un chipset d'entrée-sortie qui lui est gravé en 14 nanomètres. Donc comme ça, tout n'est pas gravé en 7 nanomètres dans le processeur EPYC ROM, mais ce qui contient les cœurs et les CPU le sont. Les chipsets des CPU et des cœurs le sont. C'est juste que du coup, histoire que ce soit moins
cher à produire et puis moins compliqué, il y a un chipset qui fait les entrées-sorties qui est lui gravé en 14 nanomètres. Voilà. Juste une banalité. Une banalité. 64 cœurs en 7 nanomètres, c'est une banalité. Voilà. Donc autant vous dire qu'à mon avis, ça va faire très très mal aussi à Intel, ce petit processeur-là. Voilà. Hein. Bon. Puis on va continuer, on va pas s'arrêter en si bon chemin. On va pas s'arrêter en si bon chemin. La RX 590, apparemment, est plus puissante que la GTX 1060. C'était ce que cherchait à faire AMD, à faire une carte qui soit plus puissante que la 1060, parce que la RX 580 a toujours du mal face à la 1060. Elle joue du coude un petit peu, tac tac, mais souvent, la 1060 est devant. Et là, du coup, AMD, avec la nouvelle 590 qui vont sortir, va essayer de prendre le devant par rapport à la 1060. Et il semblerait que dans les différents benchmarks qui ont été faits, elle soit à peu près 9 à 10% plus puissante. Donc comme vous pouvez le voir, on est entre 6 et 9%, dépendamment de la résolution. Elle est notamment... On a plus de différence en 4K, comme vous pouvez le voir. On atteint les 9%, 10% en 4K, qualité standard. Je ne sais pas sur quoi ont été faits les benchmarks. J'essaie de trouver ça. Ah, je pense que c'est sûr. Évidemment, le benchmark de Final Fantasy XV. Voilà, je fais par Square Enix. Et bien évidemment, elle est bien plus puissante que la RX 580. Environ 10 à 15% plus puissante, dépendamment de la résolution et de la qualité. Bon, ces news, c'est bien gentil, mais ça ne nous donne pas les prix. On va parler des prix. La RX 590 est censée sortir le 15 novembre, donc courant de la semaine prochaine, et coûter environ $300 US, ce qui fait que c'est un petit peu cher, je trouve. Je l'aurais placé à $250 US, mais bon. Apparemment, ça va coûter $300 US, donc on va s'attendre à 300 euros, quelque chose comme ça. Et elle va sortir le 15 novembre. Voilà, donc tenez-vous prêts, ceux qui voudraient une petite carte graphique AMD. La nouvelle RX 590 sort certainement la semaine prochaine. J'espère qu'il y aura des disponibilités en France dès la semaine prochaine en tout cas. Et elle va coûter environ, allez, je planche sur un 300 euros. À mon avis, ça se cale sur le prix de la GTX 1060. En fait, elle va se caler à mon avis sur le prix de la GTX 1060, sauf qu'elle sera 5-6% plus performante. Donc ce qui peut être un très très bon achat. Bon. Passons sur une autre news de la part d'AMD. Le premier GPU Vega 20 gravé en 7 nanomètres avec 32 Go d'HBM2 qui s'appelle le Radeon Instinct MI60. 13,2 milliards de transistors sur un die qui fait 331 mm², qui est un die de taille assez respectable, qui fait à peu près la taille un petit peu plus petit que le chipset d'une 1080 Ti, qui fait 430 mm², je pense. 7.4 teraflops en double précision et une bande passante de 1 TB par seconde au niveau de la mémoire, ce qui est normal parce que l'HBM2, c'est très 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 rapide. Donc, ce qui se passe, ce n'est pas une vraie carte graphique pour les gamers. On n'est pas sur une RX pour du gaming. Non, non. Le Radeon Instinct MI60, c'est une carte graphique, ou plutôt un GPU carte graphique, pour de l'accélération matérielle pour des calculs. Voilà. Donc en gros, c'est une carte graphique qui sert essentiellement à l'accélération de calculs et de tâches. Donc c'est pas du tout pour le jeu vidéo, c'est plutôt pour les scientifiques, pour la recherche, pour plein d'autres choses, pour les cryptocurrencies si vous voulez, pour plein d'autres trucs, mais pas pour le gaming, parce que c'est juste un truc qui sert à accélérer en utilisant la puissance d'une carte graphique. Et en soi, c'est le premier GPU gravé en 7 nanomètres du côté de AMD, et c'est sur du Vega 20. Voilà. Voilà. C'est un GPU pour le cloud, essentiellement. C'est le genre de truc qui peut être utilisé, mis dans des serveurs dans le cloud, et ensuite, par exemple, pour être utilisé par X ou Y personnes, X ou Y entreprises qui ont besoin de faire des calculs, d'utiliser de la puissance qui est dans le cloud. Plutôt que d'acheter ça, tu loues de la puissance de calcul dans le cloud, et c'est le genre de truc qui pourrait être utilisé par les entreprises de cloud ou autres entreprises. Donc plutôt un truc intéressant d'un point de vue, surtout que c'est du gravé en 7 nanomètres, 32 Go d'HBM2, c'est pas dégueu. Mais voilà, comme vous le voyez,
on progresse, AMD progresse tranquillement sur les 7 nanomètres et ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça commence à sortir. On voit les premiers vrais produits industrialisés et commercialisés en 7 nanomètres du côté de chez AMD et des cartes graphiques. Donc là, on est plus proche que jamais. On est plus proche que jamais. Et également, bien évidemment, qu'est-ce que ce ne serait pas ? Je dois vous en parler, parce que c'est pas la seule news qu'on a du côté d'AMD et du 7 nanomètres et des GPU, puisqu'apparemment, on a un premier leak, une première fuite sur les cartes graphiques de nom de code Navi. Donc ça, c'est les RX Navi, qui vont être gravés en 7 nanomètres. Alors, le premier GPU Navi, comme c'est écrit dans cette magnifique news, aurait 40 computing units et serait appelé Navi. La roadmap d'AMD, c'est que Vega 7 nanomètres, ce qu'on vient de parler, ce qui est Vega 20, qui est gravé en 7 nanomètres, ça ne viendra pas pour les joueurs. Ça ne sera pas disponible pour les joueurs. C'est, comme on le disait, seulement des cartes graphiques qui vont être pour les professionnels et pour l'accélération matérielle. Navi 12, qui du coup est le nom de code du premier GPU pour le gaming, donc les premières RX gravées en 7 nanomètres, ça sera disponible le premier trimestre 2019. Premier trimestre 2019. Et ça sera certainement suivi de très proche par Navi 10, qui sera un peu plus tard en 2019, mais qui sera aussi des GPU un petit peu moins puissants, gravés en 7 nanomètres. Navi 12, ça sera le premier GPU. Après, ça sera Navi 10 qui seront des GPU un petit peu moins puissants, toujours gravés en 7 nanomètres. Navi 20, ça va être la première carte graphique haut de gamme en 7 nanomètres. Voilà. Ça va être le premier truc très haut de gamme que va essayer de faire AMD. Ça sera Navi 20 et ça sera fin 2020 apparemment. Donc quand même dans un petit moment. Un petit moment. Très 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 longtemps. Mais en attendant, il y a Navi 12. Et Navi 12, c'est du 7 nanomètres. Et ça va être pour du gaming. Donc c'est pas grave si AMD va pas chercher à être plus puissant que les RTX 2080 Ti. On s'en fout. On ne leur demande pas d'être plus puissant que les RTX 2080 Ti. On leur demande par exemple d'aller titiller une 2070, une 1080, une 1080 Ti. Et ça, à mon avis, Navi 12 va pouvoir le faire. Et on va avoir des nouvelles, du coup, c'est sûr et certain, au CES 2019, parce que les cartes sont prévues pour le premier trimestre 2019. On va parler ensuite de Nvidia. Nvidia et les GTX, excusez, je dis toujours GTX, les RTX 2080 Ti qui sont en train de mourir, elles meurent toutes, c'est là. C'est un génocide. Non, mais en gros, il y a eu pas mal d'utilisateurs qui ont rapporté des problèmes avec leur RTX 2080 Ti. Donc ces problèmes étaient multiples. Ça se traduisait par des BSOD, donc Blue Screen of Death, ou alors des problèmes un petit peu plus sérieux comme des artefacts au niveau de l'image. Donc ce qui peut vouloir dire beaucoup de choses différentes. Ça peut être un problème software, ça peut être un problème hardware, ça peut être un problème directement dans les puces en silicone, etc. Ça peut être un problème avec la mémoire, plein de choses. Donc ça fait beaucoup de bruit sur la toile, parce que tout le monde était là, ouais, les GeForce, en fait, les RTX, c'est vraiment de la merde. Comme vous le voyez, elles sont en train de décéder, il y a plein de problèmes avec. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a fait beaucoup de bruit, parce que c'est des cartes qui valent cher, et que du coup, il y a beaucoup de gens qui, sur les posts où les problèmes étaient postés, se sont ramenés pour également poster leurs problèmes. C'est-à-dire que, comme ça fait du bruit, tous les gens qui avaient un problème avec la carte se sont retrouvés au même endroit, et on avait l'impression que tout le monde avait des problèmes avec la RTX 2080 Ti. Ce qui n'est pas le cas. Il faut savoir que, encore une fois, Gamer Nexus a parlé avec les vendeurs Asus, MSI, Gigabyte, même avec Nvidia, parce que du coup, les gens, quand ils ont un problème, ils contactent le service après-vente, le SAV, des marques, et les marques s'arrangent avec eux pour leur faire des retours, pour leur envoyer des cartes et tout et tout. Et Gamer Nexus a certifié, puis si Gamer Nexus le certifie, à mon avis, c'est que c'est totalement vrai, c'est que les marques lui ont dit qu'il n'y avait pas un taux de retour plus haut que sur les séries 10. Voilà. Que c'était pas... que oui, ils avaient des problèmes avec certaines des cartes, que oui, il y avait des retours pour des cartes qui avaient des artefacts, etc. Enfin, tous les problèmes qui sont décrits sur les forums et sur les posts, mais que le nombre
de cartes renvoyées et de vrais problèmes qui ont été identifiés, etc., est pas plus haut que d'habitude. C'est-à-dire que c'est pas un nombre alarmant de RTX 2080 Ti qui ont des problèmes. C'est, selon MSI, Asus et les autres marques, c'est le même taux que sur les autres générations. Il y a autant de retours et autant de problèmes que sur les autres générations à l'heure actuelle. Donc voilà, et ça c'est Gamer Nexus qui, après avoir parlé avec différents représentants de chez Asus, de chez MSI, est venu avec cette information, il l'a dit dans une vidéo, et le mec de chez Asus, enfin les mecs avec qui il parle, sont des mecs en qui, je pense, il a confiance, suffisamment en tout cas pour relayer l'information. Pour ainsi dire, du coup, tout le monde n'a pas ces problèmes-là. Moi, personnellement, ma RTX 2080 Ti va très bien. J'ai eu aucun problème. Ceux qui ont eu des problèmes, ça s'est soit traduit par des BSOD, soit des artefacts. Les artefacts, au niveau de l'image, sont plus problématiques. C'était ce genre de truc-là. Donc, c'est des espèces de petits artefacts, comme quoi, en gros, ça, c'est souvent la mémoire, problème mémoire, etc. Donc, autant vous dire que ça casse un petit peu les couilles d'avoir des problèmes comme ça sur une carte qui vaut 1300$. Ce qui se passe, c'est qu'encore une fois, Gamer Nexus, oui, c'est une Founders Edition la mienne. Ce qui se passe, encore une fois, c'est que Gamer Nexus, ou plutôt Steve de chez Gamer Nexus, ces gars sont vraiment des MVP. C'est des Most Valuable Person. Ils ont posté sur Reddit comme quoi tous les gens qui avaient des problèmes avec leur RTX 2080 Ti, que ce soit une Founders Edition ou une édition custom, ils leur ont proposé de leur envoyer la carte. Bien évidemment, Gamer Nexus paye pour l'envoi de la carte dans les deux sens. Donc, en gros, ils payent pour que tu leur envoies la carte. Eux, ils testent la carte et après, ils te la renvoient. Et ce qu'ils disaient, c'est on essaye de récupérer un nombre suffisamment de cartes qui ont des problèmes pour ensuite essayer de leur côté de faire tout plein de tests pour essayer de savoir vraiment c'est quoi qui cause ces problèmes et d'où viennent le problème. Salut, je suis en live, venez, je raid tous les youtubeurs. Cool, Jojo GTA 5, super. Alors, donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont passé comme ça un message à la communauté, ils ont fait un appel à la communauté en leur disant on essaie de récupérer les 2080 Ti qui ont des problèmes, on essaie d'analyser ça de notre côté, de trouver d'où viennent les soucis, et ensuite on fait des vidéos là-dessus et on essaie de les corriger, etc. etc. Et ils ont partiellement réussi, dans le sens où ils ont pu identifier certains des problèmes déjà, certains des premiers problèmes. Donc, je vais vous passer sur les news, notamment, je pense que c'est celle-là. Donc, en gros, je pense que vous n'allez pas vraiment pouvoir lire. Tac, 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 tac. Mais en gros, ils ont un des premiers problèmes qu'ils ont réussi à identifier, c'était au niveau des écrans. Certains des problèmes avec les RTX 2080 Ti étaient liés aux écrans et notamment à G-Sync et au taux de rafraîchissement. C'est-à-dire qu'ils ont pu reproduire un des problèmes quasiment 100% du temps, et je pense que c'était quand c'était avec une certaine carte, ils arrivaient sur un écran, ils le mettaient sur G-Sync en 60 Hz et pas en 144, et là il y avait des scintillements et des BSOD. Donc il y avait un blue screen of death qui se passait quasiment automatiquement, et c'était spécifiquement sur un écran qu'ils avaient, et ça se passait quasiment avec toutes les RTX 2080 Ti. Et du coup, ça, c'est apparemment, ils parlent également beaucoup avec Nvidia pour les mettre au courant des choses qu'ils trouvent. Et apparemment, Nvidia a corrigé ce problème, ce premier problème de BSOD a été corrigé par Nvidia lors de la dernière mise à jour. Donc la mise à jour 416, je pense, qui est sortie il y a 2-3 jours. Nvidia a commencé à corriger ces premiers problèmes d'écran de la mort, d'écran bleu, qui se passaient avec les RTX 2080 Ti sous certaines conditions. Il y a également un autre problème qu'ils ont pinpointé. Donc tu vois, c'était ça. Nvidia Driver qui répare la plupart des BSOD. Donc ça répare les BSOD quand tu quittais un jeu alors que tu avais G-Sync et quand tu quittais un jeu, ça pouvait planter. Quand aussi, du coup,
tu étais en mode borderless ou window sur un jeu avec G-Sync, ou quand tu étais en G-Sync à 60 Hz et pas à 144. Sur certains jeux, il y avait pas mal de flickers, par exemple sur The Witcher 3. Bref, les drivers corrigent un nombre impressionnant de problèmes qui causaient des blue screen of death ou des écrans bleus avec les RTX 2080 Ti. Ensuite, ils ont également repéré un autre problème qui était que les cartes se capaient à 1350 MHz. C'est-à-dire que ta RTX 2080 Ti, quand tu l'utilisais, au lieu d'aller à 1700-1800 MHz, ils ont eu une ou deux cartes qui avaient le problème d'être capées à 1300 MHz. C'est-à-dire que la carte ne dépassait pas les 1350 MHz. Jamais. Et en gros, tu ne pouvais pas changer via les softwares comme EVGA, X-Precision ou MSI Afterburner. Tu n'avais pas accès au slider pour la puissance autorisée, pour le contrôle des ventilateurs, ni même pour, je pense qu'ils avaient accès au contrôle de la fréquence, mais s'ils augmentaient légèrement la fréquence, ça partait sur un blue screen ou sur des flickers de l'écran, donc l'écran qui scintille, etc., etc. Et les trois quarts du temps, du coup, dès que tu fais tourner la carte, elle est bloquée à 1300 MHz. Et ça, ils n'ont pas réussi à aller plus loin que ça, et il semblerait que ce soit juste un problème, vraiment matériel de la carte, parce qu'ils ont essayé de flasher le BIOS de la carte graphique, et du coup avec un BIOS d'une autre carte, qui du coup n'avait pas ce problème-là. Donc du coup ils se sont dit c'est peut-être software, donc on va essayer de flasher le BIOS. Ils ont flashé le BIOS, ça n'a pas résolu le problème. Toujours le problème était toujours là. Donc au final ça doit être un problème plus grave que ça, qui doit être un problème matériel, donc hardware au niveau de la RTX 2080 Ti. Et ça, il faut voir avec Nvidia. Les problèmes d'artefacts, je pense qu'ils sont en train d'enquêter là-dessus. Et il devrait y avoir des news très prochainement sur à quoi c'est dû, etc., etc. Mais il se peut que les problèmes d'artefacts soient liés à certains chipsets de mémoire ou modules mémoire qui soient corrompus sur certaines RTX 2080 Ti. Mais encore une fois, c'est pas un nombre énorme de RTX 2080 qui sont touchés. Les nombres sont dans ce qui se fait d'habitude d'un point de vue SAV. Voilà. Mais ça fait quand même chier parce que ça fait beaucoup de bruit. En attendant, Nvidia est un leader sur l'intelligence artificielle. Vous le croyez peut-être pas, mais Nvidia ils mettent beaucoup d'efforts et de recherche et développement en intelligence artificielle. Et là maintenant, ils arrivent à générer des vidéos à partir d'autres vidéos. Voilà. Donc là, on va vous montrer deux vidéos qui viennent du MIT, donc Massachusetts Massachusetts Institute of Technology, excusez-moi, j'ai eu un bug sur ce que MIT voulait dire. Donc en gros, des chercheurs au MIT qui travaillaient en collaboration avec Nvidia, sur du machine learning bien évidemment, et qui du coup sont parvenus à créer une intelligence artificielle qui permet de générer des vidéos à partir d'autres vidéos qu'on lui donne en entrée. Donc voilà, on va par exemple vous montrer ça. Comme vous pouvez le voir, ça je pense que c'est la vidéo d'entrée sur la gauche. Ça te permet du coup de changer totalement ta couleur de cheveux, ton teint de peau, plein de trucs. Voilà, plein de trucs. C'est génial. C'est fou. C'est génial. Pareil avec, je pense, ça. Oui, ça essaye de remplir ici, en fait. Je pense qu'il lui donne ça en vidéo. Il lui donne ça en vidéo. Et ils essayent de remplir et de créer une personne à la place. Parce que comme vous voyez, c'est pas... Il y a des artefacts sur la vidéo, comme vous pouvez le voir ici. C'est pour ça que ça, c'est une vidéo. Cette vidéo-là a été générée par l'intelligence artificielle à partir de ça. Ce qui est quand même assez impressionnant. Mais vous voyez qu'il y a quand même des trucs, quand on met pause, il y a quand même des trucs où on voit que c'est pas très net ou très clair, qu'il y a des artefacts qui sont créés. Regardez. Vous voyez là, par exemple ici, au niveau de son ventre ici, là, on voit qu'il y a eu un petit problème, que l'IA, il a eu du mal. Il a eu du mal à calculer. Mais, étant donné que l'image d'entrée, c'est ça, et que l'intelligence artificielle a réussi à te sortir ça, ça fait quand même mal au cul.
Enfin, mal au cul dans le sens, c'est bien quoi. C'est plutôt bien. Non, c'est absolument impressionnant ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. Est-ce que je peux l'avoir sur YouTube? Peut-être. Oui, c'est disponible. On va regarder ça en plein écran. Vous allez voir, moi, ça m'a bluffé. Qu'en gros, ça c'est l'input. Et ça, c'est un truc généré par un ordi. Vous voyez, ça se voit que c'est généré par un ordi, parce que c'est un petit peu dégueulasse. Vous imaginez un ordi qui génère ça? C'est fou. Toute l'image, elle est générée par ordi. Toute l'image. Tout ça là, tout ça, c'est généré par ordi. Regardez. Regardez, c'est généré par ordi. C'est ça l'input, et ça génère ça. Putain de bordel de merde. Ce que je vous disais, regardez. Là, ça c'est l'input. Puis là, il s'amuse, il génère différents trucs. Là, il a mis une route pavée, parce que pourquoi pas, hein. On va mettre une route pavée, hein. Là, c'est encore pire. Là, il change tous les bâtiments. Je veux dire, c'est ça l'input. Là, on met des arbres. Puis là, non, on met que des bâtiments. Alors oui, c'est sûr, il y a plein d'artefacts, c'est pas parfait. Il y a des trucs qui chevauchent, etc. Mais c'est quand même fou. On est d'accord que c'est quand même fou. Ça, c'était un truc qui était fait avant. Ça, c'est un autre truc qui était fait avant. Et puis là, il le compare au leur. Donc le leur, comme quoi le leur est bien mieux, ce qu'ils ont fait. Bref, voilà. Moi, ça m'impressionne. Je vous le dis, moi, ça m'impressionne. Bon, parlons peu, mais parlons bien. On va parler de la BlitzCon et ça sera les dernières news. On va parler notamment de Diablo Immortal, qui a été annoncé par Blizzard, à la déception de tous les fans de la licence Diablo. Tout le monde s'attendait à un nouvel opus de Diablo 4, ou alors un Diablo, je sais pas, Diablo Eternal, Diablo n'importe quoi, ils peuvent l'appeler comme ils veulent, quoi. Mais un jeu PC et console, un vrai Diablo. Non. Là, ils sont arrivés avec Diablo Immortal, ou Diablo sur console. Sur mobile, excusez-moi. Donc un Diablo sur mobile. Comme quoi, le fait qu'Activision ait été intégré à Blizzard et prenne de plus en plus le dessus sur le studio Blizzard, ça n'a pas que du bon, hein, ça a même rien de bon. On le savait déjà que ça allait être la merde, que Activision se ramène et soit racheté par Blizzard, enfin bref, que Activision se ramène dans Blizzard et que les deux soient maintenant ensemble, parce que maintenant Activision a de plus en plus d'ampleur sur Blizzard. Tous les mecs, les grands directeurs de Blizzard, je pense, commencent à se barrer à gauche, à droite, et quittent Blizzard, et du coup il reste plus que des directeurs généraux qui viennent d'Activision, et ça se ressent sur les jeux, parce que du coup un Diablo mobile, alors oui, ça va certainement rapporter du fric, parce que tous les jeux mobiles ça rapporte du fric, mais putain, le backlash de la communauté, en même temps c'est normal, c'est non, je veux dire, vous imaginez, la vidéo avait 1,5 million de vues, quasiment 300 000 dislikes, voilà, je veux dire, il y a un moment où quand tu regardes la barre, t'es Blizzard, tu te dis ok, on a peut-être fait de la merde, quoi. Surtout qu'ils ont essayé de censurer. Parce qu'avant, il y avait plus de dislikes que ça. Il y avait 320K dislikes et bizarrement, on est passé à 215K à un moment. Apparemment, un nombre impressionnant de dislikes sur la vidéo YouTube ont disparu. On sait pas pourquoi. Pareil sur celle-là. Sur le gameplay trailer qui est passé de 140K dislikes à 62K dislikes. En plus, tous les top commentaires de ces vidéos sont delete constamment. Tous les commentaires qui montrent comme quoi les fans sont déçus, etc., sont constamment supprimés des deux vidéos. Comme quoi Blizzard, en plus de faire des trucs de merde et de nous proposer des jeux sur mobile, ils censurent. Ils censurent les gens, quoi. On n'est pas content, on se fait censurer. Il y a un mec lors de la BlitzCon, une des questions, le mec est arrivé, a dit, il s'est levé, il a fait, parce qu'il y a eu une séance de questions après les annonces, il a dit, est-ce que c'est un poisson d'avril en avance? En gros. Genre, il a dit ça comme ça, il a dit, ok, c'est cool, mais est-ce que c'est un poisson d'avril en avance, votre jeu, là? Genre, ça veut clairement dire, ça reflète clairement l'esprit de toute la communauté de fans de Diablo. Moi, j'aime beaucoup Diablo, mais
Non, tu peux pas faire ça, Blizzard. Ça fait 6 ans qu'il n'y a pas un jeu Diablo qui est sorti. Et t'arrives avec un vieux jeu mobile du cul. À la limite, j'en ai parlé avec des potes. On est d'accord que s'ils avaient annoncé un jeu mobile, ça aurait pu passer. S'ils avaient annoncé quelque chose d'autre après. Dans le sens où Bethesda a annoncé The Elder Scrolls Blade, qui est grosso modo Skyrim sur mobile. Pourquoi pas? Ils ne se sont pas pris un backlash aussi énorme que Blizzard. Pourquoi? Parce que tous les fans attendaient et attendent The Elder Scrolls 6. Donc, l'après Skyrim. Là, Bethesda annonce un jeu mobile, The Elder Scrolls Blade. Alors, dans la salle, ça a fait genre, tout le monde n'était pas content lors de l'E3. Les gens n'étaient pas contents. Ils annoncent The Elder Scrolls Blade. Les gens sont genre, ouais, on se fout un peu de notre gueule, quoi. Nous, on attend The Elder Scrolls 6 et on nous sort un vieux Elder Scrolls Blade sur mobile. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'après, juste après ça, ils ont annoncé The Elder Scrolls 6. Et du coup, les gens sont genre, ah ben ça va, c'est cool. Ils nous teasent le prochain Elder Scrolls sur PC et sur console. Donc on est content parce qu'on sait qu'ils travaillent dessus et que c'est en développement. Et puis du coup, en plus, ils sortent un jeu mobile, quoi. Du coup, ça va. Là, non. Là, c'est juste Diablo Immortal sur mobile. C'est tout. Voilà. Du coup, en plus, ils ont dit qu'il n'y avait pas de jeu Diablo prévu sur PC et console. Donc ça fait vraiment mal au cul. S'ils avaient montré un Diablo sur PC et sur console qui était en cours de développement et qui allait arriver prochainement, et qu'en plus ils annonçaient un Diablo sur mobile, ça serait passé. Mais non. Et du coup, ça passe pas. Et du coup, Blizzard, je suis désolé, mais tu fais de la merde, puis je pense que personne va jouer à ton jeu mobile de ses morts. Voilà, et puis t'apprendras de tes erreurs, peut-être. Voilà. Par contre, ils ont annoncé Warcraft 3. L'édition Reforge, qui en gros est un remake Full HD de Warcraft 3. Voilà. Bon, niveau graphisme, je m'attendais à mieux pour un remake Full HD. C'est beau, mais c'est pas non plus... ça casse pas trois pattes à un canard. Mais ça, pour le coup, je suis content qu'ils fassent un remake de Warcraft 3, parce que c'est un jeu cultissime, et ça méritait qu'il soit remis au goût du jour. De la même façon que Microsoft a fait un remake HD de Age of Empires 2. Voilà, c'est un truc qui devait être fait. Voilà. Bref. Mais somme toute, c'était une BlizzCon plutôt décevante, je trouvais. Mis à part Warcraft 3 Reforge et les annonces sur Overwatch avec le nouveau héros, etc., je trouvais qu'il n'y avait pas de grande annonce vraiment intéressante à la BlizzCon, quoi. Voilà, j'étais un petit peu déçu. Bref, c'est la fin de ce Tech Talk. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez liké, disliker si vous avez disliké, laissez vos questions, remarques en commentaire. Et puis comme d'habitude, moi je vous dis... ciao, bonsoir.